Génial. Super. Donc, la petite voix de Zoom vient nous dire que c'est enregistré. Donc, je te laisse poursuivre, Fait que je Sébastien. recommence. Non. Non, c'est ça. On va commencer dès le début. Oui, non, c'est ça. Tu sais, bref, en résumé, il y a un grand shift sur le processus d'achat, puis ça arrive autant dans l'entreprise que chez le consommateur. Ben là, évidemment, avec le printemps qu'on vient de vivre, ça vient d'être accéléré fois 4, fois 5 et plus, là. Alors, oui, chacun de vos clients, peu importe ce que vous vendez comme service produit, vous devez avoir un parcours d'achat à distance qui peut se faire sans que vous êtes en processus comme littéralement de vente en appel. Donc, lorsque vous êtes rendu à un appel puis il y a une démonstration de produit, par exemple, vous avez déjà parcouru énormément de chemin avec votre acheteur potentiel. Mm. Fait que, interromps-moi n'importe quand, Justine, gêne-toi pas. Là, Oui, 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 mais je vais avoir des questions avec tout, clairement, là, puis je trouve ça intéressant que tu amènes justement le point que maintenant, on est capable aussi, l'avantage pour l'entreprise de qualifier vraiment mieux ses prospects, aussi grâce à toute cette information-là qui est quand même possible de recueillir durant toutes les interactions qu'a cette personne-là avec le contenu. Puis, donc, je trouve ça intéressant que tu fasses le pont Oui, entre les deux. oui, certainement. Puis, mettons, comment faire ça concrètement? Parce que on n'a pas nécessairement une tonne de temps aujourd'hui. Fait que, mettons, là, tout le monde qui sont ici sur la page, je suis certain que votre question, c'est OK, mais comment est-ce que je peux prendre ce que je fais aujourd'hui puis l'améliorer? Puis, on a déjà des utilisateurs de HubSpot, puis je suis certain que vous avez déjà du contenu en ligne. Euh, je pense que chacune des personnes ici va être familière avec les personas. Quand on parle de persona, on parle de c'est qui notre acheteur typique. Puis, bien intéressant aussi de faire une grande différenciation entre notre clientèle cible et nos personas, parce que les personnes qu'on s'imagine nos acheteurs ont leurs objectifs personnels puis leur route d'information qu'ils veulent. Puis après ça, il y a notre clientèle cible, puis on peut avoir plusieurs clientèles cibles avec plusieurs personas. C'est un peu comme un jeu, tout ça. La clientèle cible, par exemple, mettons que je veux vendre à des entreprises de techno, mais cette couche-là de la clientèle cible, mettons que mon persona, c'est le CTO de la compagnie. À ce moment-là, c'est un personnage qui est, bon, l'âge moyen, on donne un nom, puis on s'imagine dans l'exercice, Justine, là, que tu fais avec les clients, ça a l'air de quoi ces enjeux, ces défis personnels, puis qu'est-ce qu'il va avoir comme information. Mais après ça, ma deuxième entreprise cible, si ce n'est pas la compagnie de technologie, puis c'est l'entreprise manufacturière qui veut optimiser davantage son processus. Mais mon persona d'acheteur, il n'y a pas de CTO à ce moment-là. Pour une petite ou moyenne entreprise manufacturière, il va y avoir plutôt un directeur des opérations ou un directeur de l'ingénierie. Puis c'est cette personne-là qu'il va falloir aller approcher à ce moment-là avec l'information. Puis ses enjeux à lui, là je dis lui parce que j'ai un persona typique, mettons mi-cinquantaine, directeur de l'ingénierie avec un parcours technique, etc. Puis cette personne-là, elle a définitivement un désir d'info qui est différent de notre premier persona. C'est pas vrai que le même message va être bon pour les deux. Puis, mettons, s'il y avait un premier takeaway de la discussion aujourd'hui, ce serait vos personas et vos clientèles cibles, malgré que je suis certain que vous avez tous fait déjà un exercice jusqu'à un certain point de ça, si vous regardiez aujourd'hui, puis surtout avec le printemps qu'on vient d'avoir qui a changé les choses, est-ce que, si vous regardez aujourd'hui ces personas-là, ces clientèles cibles-là, est-ce que vous avez assumé pour les derniers mois ou les dernières années, c'est encore valide aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui peut être contextuel à déconfinement puis suite 2020? Puis là, j'ai un excellent exemple qui me vient en tête. Une des entreprises logicielles où je suis impliqué, eux autres, bon, c'est ça, il y avait comme plusieurs, désolé de l'anglicisme, use case ou études de cas avant le COVID qui était possible. Mais avec ce qui vient de se passer, notre persona responsable des ressources humaines, ben, on peut les approcher avec un message qui est différent. Puis ce message-là, c'est comment est-ce qu'on peut aider, grâce à la technologie logicielle de l'entreprise où je m'implique, comment est-ce qu'on peut aider à mieux faire leur travail. Puis clairement, en ce moment, la personne aux ressources humaines, alors que les gens se posent des questions sur est-ce que je reviens au bureau, est-ce que finalement, est-ce que je peux prendre des vacances cet été? Comment ça fonctionne si j'ai seulement 40 ou 80 des heures maintenant parce que c'est la nouvelle politique d'entreprise? J'ai tellement de questions en ressources humaines que ces gens-là sont absolument débordés. Fait qu'imaginez si on les approche avec un message par rapport à les aider par rapport à ce nouveau défi-là très actuel pour les prochaines semaines pour eux. Mais clairement que notre conversion dans notre funnel va être vraiment améliorée parce que
on ne parle pas juste d'une solution qui peut les aider à optimiser, on parle de quelque chose qui va les aider, eux, dans une réalité vraiment difficile qu'ils vivent maintenant. Fait que là, on va chercher quelque chose d'intéressant et qui est très précis à notre persona dans sa situation actuelle. Fait que cet exercice-là de persona, réfléchissez à qu'est-ce que vous avez déjà fait dans le passé, puis là, qu'est-ce qui pourrait être contextuel des prochaines semaines. Puis à ce moment-là, mettons la suite, c'est comme, OK, oui, j'ai identifié que, mettons, les défis ont changé pour mon persona. Parfait. Fait que là, c'est quoi le plan de match? Bien, le plan de match, là, c'est commencer à réfléchir mon contenu, soit d'approche en prospection, soit mon contenu de mes landing pages, mes fameuses landing pages HubSpot. Comment est-ce que je peux commencer à les bonifier ou les modifier pour avoir du contenu qui reflète ce nouveau défi-là, cette nouvelle réalité-là. On a fait des changements récemment là, dans une entreprise logicielle où on a amélioré seulement certaines choses par rapport au landing page. Puis que, au début, notre fameux call to action était booker une démo. Puis moi j'anticipais que c'était comme trop vite. Hein? Justine, des fois, on est comme bookez-nous un démo, mais on n'a pas donné grand-chose à date. Puis là, à la place, ce qu'on a décidé, c'est qu'on leur donnait un autre contenu. Puis on savait que le persona qui naviguait cette page-là avait un certain intérêt. Puis dans ce contenu-là, il y a des call to action à travers, comme le white paper, mais très précis à ce persona-là qui est un persona, un informaticien. C'est quelqu'un qui fait des intégrations logicielles. Puis à travers le white paper, à mesure qu'on avance dans des questions qui sont plus épineuses et techniques, on leur demande, est-ce que ça vous intéresserait d'en discuter avec notre équipe succès client? Parce que clairement, on sait que s'il est en train de lire cette portion-là, il se pose des questions sur comment l'implanter. Fait que là, à ce moment-là, déjà là, en 2 semaines, on voit, wow, c'est beaucoup de conversions de contacts qui arrivent par là parce qu'ils sont beaucoup plus loin dans la course. Puis on avait très peu de conversions au début quand on demandait le meeting en phase 1, mettons. Et là, on est peut-être phase 3 de leur processus. Puis définitivement que les résultats sont déjà là. Fait que ça, c'est comme certaines choses déjà, je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez note, révision de persona, puis comment est-ce qu'on peut ajuster notre message pour la nouvelle réalité dans les choses que vous avez déjà en place. Surtout s'il y en a que ça fait des années, 7 ans, là, qui ont été sur les HubSpot, vous avez déjà des outils, mais de peaufiner ces outils-là avec le contexte actuel. Je prends une pause. Voici, Justine, si pas t'aider. Tu dis que tu avais des questions? Ou, bien, justement, je trouve ça intéressant que tu amènes un cas réel dans ce cas-là aussi de comment ça a été adapté durant la crise parce qu'effectivement, tout ce qui était approche, un peu plus vente aussi, a comme pris un step back durant la crise. Veux pas, on est tombé évidemment plus dans l'humain, puis c'était logique de le faire aussi avec la crise. Est-ce que, justement, on a parlé de l'entreprise logicielle avec laquelle tu travaillais là-dessus. Est-ce que tu as vu d'autres façons dont les gens ont adapté, si on veut, leur funnel de conversion, leur landing page au contexte? Bien, absolument, Justine. Je te dirais, c'est là que la crise qu'on a vécue ce printemps, ça a eu des répercussions très différentes d'une business à l'autre. Hein. J'ai des entreprises de services, dont, mettons ici, la mienne et l'entreprise où j'ai mon bureau, là, qui est l'entreprise logicielle, de développement logiciel qui s'appelle Nexa. S'il y a de quoi, nos entreprises, en fait, vont même mieux à travers la crise parce que la demande pour ce type de service-là n'a vraiment pas diminué. Il y a d'autres entreprises, par exemple, même en techno, où la nature de leur clientèle, il a fallu faire un choix déchirant parce que sinon, on allait avoir des cancellations. Mettons, exemple, si tu vendais une plateforme logicielle mettons, de gestion d'inventaire pour les restaurants, je t'annonce tout de suite que les autres ils cancellaient leur inscription là, en mars ou en avril parce que mon restaurant est fermé, je ne sais pas quand il rouvre. À ce moment-là, le modèle a été plus écoutez, on va tout passer à travers avec vous, puis clairement que à ce point-ci, on ne pourra pas vous biller chaque mois, là, c'est irréaliste. On va vous offrir une gratuité pour un temps X, après quoi on va reprendre. Ça a été plus l'approche avec la clientèle existante. Puis là, mettons, du côté acquisition de nouvelle clientèle, ce que j'ai vu dans plusieurs entreprises, c'est d'offrir un modèle. On a comme étendu le freemium, finalement. Là, encore là, je suis dans le logiciel, puis là, je ne veux pas juste parler de compagnie logicielle parce que je suis certain qu'on a d'autres types d'entreprises ici là, sur le call, mais dans le cas du logiciel, on a étendu, disons, la période d'essai, au lieu d'être 30 jours, on l'a étendu à 90 jours ou plus. Mais en contrepartie, j'en ai vu plusieurs qui ont fait ça avec succès, de demander quand même une carte de crédit puis un certain commitment, même si à la fin, ils peuvent quand même canceller les clients.
juste pour que, si on est, si finalement on est en mesure d'avoir leur inscription, mais ils ont quand même quelque chose où dire, à la fin des 90 jours, quand je termine, là, je suis assez sérieux pour dire que oui, ça m'intéresserait à ce prix-là de procéder. Fait que là, à ce moment-là, l'enjeu devient vraiment un enjeu d'utilisation, être sûr que notre client utilise comme il faut la plateforme puis va renouveler après. Fait que ça, c'est des adaptations que j'ai vues en termes d'acquisition, puis ça a quand même très bien fonctionné. J'ai eu des clients où ils ont réussi à inscrire n'importe où entre quelques dizaines à même jusqu'à presque 100 clients dans ce format-là. Pendant de la mi-mars à aujourd'hui. Là. Fait que, clairement, on réussit mettons, si tu vas chercher 100 clients dans une période comme celle-là, tu te dis, ben j'ai fait quelque chose quand même qui est de bien, mais c'est des clients en ce moment qui sont à convertir vers le payant sous peu. Fait que ça, c'est ça des adaptations que j'ai vues. Du point de vue service, c'est certain qu'il y a des entreprises de services qui sont plus touchées. Puis là, à ce moment-là, je ne sais pas combien d'entreprises de services on a sur l'appel, mais j'ai vu aussi de l'adaptation par rapport, c'est certain, écoutez, par rapport à la liquidité, on va s'arranger pour vous aider à démarrer le projet quand même, puis on travaille ensemble pour ce qui est des factures, puis les livrables, tout ça. Il faut quand même évidemment faire attention. Nous, on est le logiciel et le service. Fait que c'est ça. Fait que, à ce moment-là, est-ce que l'enjeu pour le client, pour l'acquisition du nouveau client, c'est-tu par rapport au payable ou c'est par rapport à un enjeu de timeline? Fait que là, c'est là qu'il va falloir adapter peut-être notre stratégie un peu là, selon le client. Ouais. Fait que merci de l'information. Signer les tourneaux, oui, c'est ça. Fait que je vais garder ça en tête. Quand on a une couche logicielle et services, c'est ça. Est-ce que le freemium, on l'étend? OK, mais si on a un service qui est coûteux pour l'implantation, c'est des coûts réels quand même qu'il faut absorber. Fait que là, c'est de voir c'est quoi l'enjeu ou le frein pour l'adoption. Mais je vous dirais, aujourd'hui, le rendu, on est le 16 juin, de moins en moins, on peut dire que les projets reprennent. C'est ce que j'ai vu en tout cas ici, régionalement, Ville de Québec, Montréal. Ouais, oui, c'est ça. C'est pas mal tout le monde me dit c'est le consensus, les projets reprennent. J'essaie de bien les reprendre comme il faut. Là. Ouais. C'est bien, hein? On est content que nos entreprises du Québec, enfin, que les activités puissent commencer à reprendre. Là. Je pense que c'est excellent parce que effectivement, ça commençait à être difficile pour plusieurs entreprises. Donc, de ce que je comprends aussi de ce que tu dis, ce qui était extrêmement important, c'était le jouer sur le long terme. Donc, de gagner évidemment, de bâtir le lien pendant la crise, mais de s'assurer qu'on puisse prolonger la relation avec les personnes dont tu parlais, donc de voir en ce moment c'est quoi leurs difficultés, mais un peu de prévoir aussi dans quelques mois où ils vont en être, puis justement, ça va être quoi leurs difficultés pendant la crise. Donc, après la crise, je veux dire, ça va être quoi la reprise de ça? C'est ça. Puis, pour ce que Sonny Les Tourneaux dit, effectivement, le client manufacturier, une entreprise logicielle avec qui je travaille depuis assez longtemps, eux autres, en fait, c'est pas compliqué. Là, leur client, c'était arrêté. C'était fini. Je veux dire, c'était comme coupé au couteau. Il n'y avait plus rien qui allait se passer pour aller acquérir de nouveaux clients. Mais, les usines n'étaient pas nécessairement stoppées. C'est juste que c'est sûr qu'il n'y avait pas de nouveaux achats qui allaient se passer. Fait qu'on a switché notre stratégie, puis par rapport au fait de bâtir la relation à long terme, ce que je trouve intéressant, qui a vraiment bien fonctionné, on a pris une approche entièrement différente. On s'est dit, regarde, dans les prochaines 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on ne sera pas capable de vendre. OK? Regarde, on va accepter la réalité, il n'y aura pas de vente qui vont être faites. Clairement, on ne mettra plus de Google AdWords, de Facebook Ads, on arrête ça. Par contre, nos clients mettons, nos partenaires d'affaires ou nos distributeurs, on va avoir une stratégie, puis on a fait un script de Voice of Customer, OK? Puis on va communiquer chacun de nos clients, puis on va être très, très systématique dans notre approche pour essayer d'aller chercher le maximum de valeur et en même temps aussi de les faire embarquer quasiment comme dans notre communauté puis renforcer ce lien-là parce que la journée que ça reprend, on va être mieux positionné. Puis, tu sais, les directeurs à qui on a parlé ou les propriétaires d'usines à qui on a parlé, bien, ils vont se souvenir qu'on était là pendant cette période difficile-là. Puis là, on est là aujourd'hui quand les choses reprennent, puis là, ça reprend en ce moment. Donc, on a vraiment eu une approche de voix du client. Ça a été payant parce qu'on a eu plusieurs clients qui ont dit, bien, c'est drôle, je pensais justement vous appeler, puis là, c'est pas aujourd'hui, mais là, tu sais, quand ça reprend, nous, on a quand même un projet. Fait qu'on a été finalement visible. On a engagé une conversation de qualité. Puis, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement possible de faire de l'acquisition de nouveaux clients, mais il y a toujours quelque chose à faire finalement du côté vente et marketing, surtout quand on utilise des outils de inbound, finalement, comme ceux d'HubSpot.
Puis on a réussi à créer quelque chose, un mouvement. Puis là, ben là on s'en va vers vraiment du très positif parce qu'il y a des ventes qui commencent déjà à en ressortir. Puis ça, si on avait juste décidé on fait une pause puis on se concentre sur la livraison seulement, on aurait manqué cette opportunité-là d'être visible envers nos clients. Fait qu'il y a quand même quelque chose qui est possible là. Puis je pense que la leçon aussi à long terme, c'est là, on ne sait pas c'est quoi le futur des congrès puis ces événements-là qui étaient comme vraiment hyper central à la stratégie de go-to-market pour les entreprises qui leur client manufacturier, c'est leur clientèle principale. C'est ça, les trade shows, finalement, il te manque comme ton outil marketing numéro un. Mais là, le futur va peut-être être ce ne sera peut-être pas à travers ça, mais ça va être des communautés ou de l'information en ligne par rapport à des meilleures pratiques sur, mettons, l'optimisation des usines. Puis, à travers ces cliniques d'information-là gratuites, bien évidemment, c'est powered by, la technologie est en arrière. Fait qu'on on se met de l'avant d'une autre façon vers notre clientèle. Peut-être plus à travers le trade show nécessairement, ça reviendra, mais là, à travers d'autres méthodes. Puis là, tu vas avoir vraiment une super séquence d'automatisation parce que imagine si tu as des participants sur des webinaires très précis, contextuels dans l'industrie, qui mènent éventuellement à un processus de démo, mais dans lequel on peut faire une démonstration avec de la visualisation 3D ou autre outil de notre solution. Ah ben là, on vient d'aller chercher un autre niveau d'efficacité, beaucoup plus efficace que ce qu'on faisait avant, qui était, bien, on va se mettre à deux dans l'avion, on va aller les voir dans le Midwest américain, ça va coûter 5 000 $, puis après ça, on va peut-être espérer avoir la vente. Tandis que là, on peut tout faire ça quand même d'une façon beaucoup plus efficace. Fait que, en gros, le système inbound il est plus important que jamais. Vraiment, puis effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont tellement développé leur façon de faire les choses à distance, justement. Puis, comme tu l'as dit, d'aller à un congrès, ça coûtait extrêmement cher. On s'entend, c'est une grosse dépense d'avoir son kiosque, d'avoir son espace à quelque part d'autre, d'avoir des employés qui pendant une semaine sont là-bas, par exemple, quelque chose comme ça. C'est intéressant comment ça a viré un peu plus en ligne, comment on peut adapter cette approche-là, le one-on-one qu'on avait aussi avec la clientèle qu'on rencontrait à un kiosque, comment on peut transposer ça en ligne. Je pense que c'est un des gros anglicismes aussi, mais take-away de la crise, là. Pas le choix, en fait, de réinventer ce modèle-là. Oui, absolument. Puis tu sais, bon, je pense qu'il y a un moment où on voudra tous revenir à des 5 à 7 ou des événements. Là, je veux dire, à un moment donné, c'est quand même réel. La fatigue du Zoom, le meeting, c'est quand même c'est quelque chose, mais en même temps, il faut trouver des nouvelles méthodes de fonctionnement. Puis justement, pour que chacun d'entre vous qui est soit directeur associé ou dirigeant d'une entreprise, oui, et puis enchanté, Louis Chaussé. Ouais. Fait que, oui, c'est bon, mais à une prochaine. Donc, effectivement, finalement, bon, c'est ça, c'est que bon, là, je suis en train de perdre mon fil d'idée, finalement, en répondant à Louis. Mais disons que finalement, c'est sûr qu'aujourd'hui, il va falloir adapter nos techniques. Puis c'est ça, c'est que vous, vous comme dirigeant ou propriétaire d'entreprise, vous ne pouvez pas faire chacun des démonstrations à 100% tout le temps avec un grand volume de clientèle. Donc, l'idée éventuelle dans le processus d'automatisation, là où je voulais en venir avec tout ça, c'est que si vous êtes en mesure de pouvoir amener certains morceaux de la démonstration d'une façon automatique. Fait que, imaginez si votre lead rentre, se fait qualifier, puis à un moment donné a accès à une certaine portion de la présentation, mais sans que ce soit un de vous qui la faisiez. Ça, c'est une étape ultime encore là de l'automatisation où finalement, quand vous parlez réellement en meeting avec un client, c'est vraiment rendu très, très qualifié parce qu'ils ont déjà les connaissances de base, ils ont peut-être déjà joué un peu dans l'outil, la plateforme, ou comme ils ont goûté un peu à ce que vous voulez offrir. Puis là, quand on arrive en présentation, on a donc un lead extrêmement qualifié. Fait que ça, éventuellement, quand vous êtes assez sophistiqué avec le système, ça peut être intéressant aussi. Puis, dépendamment de ce que vous vendez comme service produit, là, mais je l'ai vu fonctionner avec succès où, justement, on a tellement un parcours évolué sur notre lead que quand on est rendu à lui parler, ça se peut qu'il ait déjà utilisé beaucoup de la plateforme de lui-même, puis qu'il est rendu plus à dire, bien, comme, tu sais, si je paye le pro versus le grande entreprise, c'est quoi les différences? Mais c'est sûr que je l'achète. Fait que là, ça, c'est le fun parce qu'on gère vraiment de la clientèle qualifiée. Génial. On aurait à peu près 4 minutes juste avant qu'on passe tout de suite à Marianne. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour Sébastien, soit sur votre entreprise même ou un cas réel qu'on pourrait... Je lève la main. Justine, j'ai une question. Oui. Charles-Olivier ici. Salut Sébastien. Écoute, moi, j'ai une question en fait. Est-ce que tu as vu
parce que, tu sais, on choisit B2B ou B2C. Nous autres, chez nous, on est en B2C puis on utilise HubSpot beaucoup pour l'automatisation, etc. Mais, tu sais, souvent, on voit HubSpot plus dans des processus d'affaires de B2B, là, tu sais, etc. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on commence, nous autres, à proposer notre solution de vente là, pour des entreprises. Puis ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient des réseaux de distribution qui sont tannés, qui ont envie de sauter vers le client. Puis là, ben, j'ai l'impression qu'il y a une accélération de ça avec la crise. Est-ce que tu constates ou est-ce que quelqu'un constate, Justine, dans ce contexte-là, avec les outils d'aujourd'hui, on est capable de gérer une masse de gens? Donc, la crise aura fait tomber peut-être beaucoup de partenaires qui étaient des distributeurs finalement, là. Donc, est-ce qu'on sent qu'il y a du mouvement dans ce sens-là? Je peux peut-être dire quelque chose si tu veux, Justine, puis après ça, je te laisse répondre. Mais oui, effectivement, moi, j'ai vu quand même un gros shift avec plusieurs entreprises où, par exemple, une des stratégies principales de vente, si on vendait un produit au consommateur, c'est de passer à travers justement des retailers, des centres de distribution qui les ramenaient en magasin. Là, on regarde, mettons, tous ceux qui vendent dans des magasins en ce moment. Là, premièrement, faites juste attention à vos comptes recevables parce que je vous garantis, pour parler à des gens à Ottawa, qu'il y a d'autres annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines qui vont être malheureuses, mais qui sont comme la réalité inévitable. Les retailers ont très, très mal. Il va y avoir d'autres faillites qui s'en viennent. Puis, tu sais, vos comptes recevables, faites attention. Fait que je veux juste dire ça de ce côté-là. Mais oui, le gros shift qui arrive, c'est que finalement, les entreprises qui produisent des produits consommateurs, bien, la barrière vers le consommateur final devient beaucoup moins grande parce que de toute façon, le consommateur, est-ce que tu veux vraiment aller faire la file d'attente pendant 30 minutes pour aller acheter un produit alors que tu peux aller sur un site spécialisé? Ah oui, tu payes 5-10 $ de shipping, mais tu l'achètes de l'entreprise en tant que telle, puis ton expérience d'achat pourrait être meilleure. Donc, définitif, puis j'ai vu plusieurs entreprises même faire des shifts. Il y avait une stratégie principale de distribution, justement pour les économies d'échelle. Et là, on a décidé, avec ce qui se passe, de faire leur site avec leur propre brand, puis de le pousser en clientèle, puis ils réussissent à avoir un certain succès avec ça. Là, la seule question, par contre, de ce côté-là, mettons encore là, l'autre côté de la médaille, c'est d'être organisé pour commencer à répondre à du consommateur. Parce que du consommateur, c'est pas mal plus demandant qu'une entreprise. Fait que, tu sais, pour le même volume, il va falloir avoir beaucoup, beaucoup plus de staff pour gérer, tu sais, toutes les inquiries, tout ça. Fait que, il faut juste quand même faire attention, puis dire, oui, OK, les marges, le produit direct, tout ça, mais gérer un site web transactionnel, des e-commerce, des clients à toutes les heures de la journée, puis ils vont poser des questions, puis il va y avoir toujours une partie, comme on voit dans les reviews TripAdvisor ou quoi, une partie des consommateurs qui sont extrêmement insatisfaits, peu importe comment bon que ton produit va être. Ça, c'est les consommateurs. Fait que ça aussi, ça va faire partie. Fait que là, c'est comment est-ce qu'on peut limiter le dommage par cette clientèle-là qui, généralement, va demander à peu près 90% du support de l'entreprise. Fait que ça, c'est une réalité aussi là, quand on va vraiment dans le B2C en e-commerce direct. Mais oui, il y a un gros shit en ce moment qui arrive. Je ne sais pas, Justine, si tu veux rajouter là-dessus. On l'a vu, on a des clients pendant la crise qui ont passé d'un modèle B2B à B2C, puis effectivement, le nombre de petites demandes pour des plus petites ventes, c'est fou à quel point, là, au niveau du service à la clientèle, comment ça a un peu explosé en termes de personnes nécessaires pour devoir répondre. Fait que c'est effectivement un shift un peu qui peut être un peu dangereux des fois. Si c'est bien fait, évidemment, c'est merveilleux. Mais aussi, bien, on le voit avec le cas du Sportium. Là, je ne veux pas non plus poser un regard sur la situation, mais je pense que c'est un petit peu ça aussi que ça quand même qui est arrivé. Le fait que les marques étaient disponibles maintenant en ligne puis que les marques ont décidé de vendre directement aux consommateurs, ça leur a fait mal. Donc, je vais rapper ça là-dessus quand même, parce qu'on est dans l'heure, juste pour passer à Marianne, mais on va pouvoir continuer à interagir dans les questions aussi. Je suis sûre que ça va revenir, cette idée-là. On a quand même beaucoup de manufacturiers avec nous aujourd'hui. Donc, ça va être intéressant aussi de regarder leur réalité à ce niveau-là. Merci beaucoup, Sébastien, pour avec plaisir. Ben oui, je reste sur la ligne, mais j'enlèverai mon vidéo pour enlever le bandwidth. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, on va maintenant passer à Marianne Desormeaux, en fait, qui est vice-présidente des opérations commerciales chez United Bottles. Donc, pour vous la décrire, après une quinzaine d'années à travailler dans l'industrie des vins et spiritueux à différents niveaux de la chaîne de valeur pour le détaillant, le fournisseur, l'agent et le distributeur, Marianne a mis son expérience à profit au cours des 2 dernières années à titre de VP aux opérations commerciales chez UBP, donc United Bottles and Packaging, qui sont distributeurs spécialisés dans les bouteilles de verre. Donc, ce plus récent rôle visant l'intégration omnicanale des opérations de vente,
service à la clientèle, processus interne, marketing et technologie de l'information du distributeur. Marianne, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, j'imagine, je ne sais pas si tu as ta caméra, peut-être que tu peux l'ouvrir ou... Oui, OK. Parfait, génial. Ah, super. Oh, je crois que ton micro est sur mute, par contre. Là, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Super. Excellent. Merci d'être Excellent. Écoute, merci pour la présentation. Puis, je trouve ça intéressant d'avoir eu la question de Charles-Olivier en lead, un petit peu d'intro, parce que nous, c'est exactement ça qu'on est. On est un distributeur. Et puis, c'est certain que, justement, le fait que les manufacturiers soient plus près de leurs clients, ça fait que nous, il faut qu'on améliore, entre autres, notre service client. Fait que je vous dirais que c'est un des gros piliers sur lesquels on a travaillé dans les dernières années, parce que toute la pertinence de notre offre est basée sur un service client, puis être capable d'offrir en presque just-in-time à nos clients des produits qui peuvent avoir de besoin. Et des fois, on est capable de leur offrir plus qu'un produit qu'un fournisseur unique, un verri unique ne pourrait pas leur offrir. Donc, on est un petit peu un one-stop shop pour plusieurs types de bouteilles. Donc, ceci étant dit, juste pour vous donner un petit peu plus de contexte sur ce qu'on fait, parce que c'est assez différent du premier conférencier, là. Nous, notre marché principal, c'est l'Amérique du Nord et nos clients sont dans beaucoup de différents types de segments, dont les spiritueux, le vin, la bière, l'huile, le kombucha, le cannabis. Donc, il y a beaucoup, une audience qui est très variée. Donc, on a un persona, si vous voulez, de c'est qui notre acheteur. Mais là, du fait d'avoir un persona de l'acheteur, on a aussi un persona presque d'industrie. Donc, le message est assez différent d'une industrie à l'autre, je vous dirais. Parce que, juste pour vous donner un exemple, on peut avoir un petit producteur de microbrasserie qui a littéralement la main sur sa cuve en même temps qu'il nous appelle pour avoir ses bouteilles. Donc, la manière qu'on s'adresse à lui, c'est assez différent d'une plus grosse entreprise qui a un directeur des achats, qui prend beaucoup plus le temps de planifier ses besoins et tout ça. Donc, au-delà d'avoir énormément de segments, on a aussi beaucoup de types de bouteilles différents. Nos bouteilles, on s'approvisionne surtout en Europe, en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc, on ne fait pas affaire avec l'Asie. Donc, c'est un niveau de qualité de bouteille un petit peu supérieur. Et évidemment, bien, il y a un prix à payer pour ça, considérant également nos marges qu'on a à couvrir. Donc, encore une fois, juste pour revenir à l'élément du service, c'est tellement primordial, c'est ce qui fait vraiment la différence pour nous. Donc, je vais juste pour la petite histoire, je vais vous expliquer un petit peu notre expérience avec HubSpot. Au départ, quand je suis rentrée ici chez UBP il y a 2 ans, je suis rentrée à titre de directrice marketing parce que l'entreprise voulait faire du marketing et ils avaient implanté HubSpot, mais vraiment pour faire seulement des campagnes. Donc, il y avait des trackers sur le site web pour s'assurer qu'on était capable justement de prendre en charge un petit peu du inbound, mais il n'y avait pas d'intégration avec l'équipe des ventes, pas d'intégration avec nos systèmes. Fait que c'est un petit peu ça mon propos d'aujourd'hui, c'est que je voulais vous expliquer un petit peu comment qu'on avait utilisé le système HubSpot pour vraiment faire une automatisation de notre processus de vente, une intégration avec notre ERP qui a été vraiment clé pour nous. Donc, avant de rentrer dans les éléments un peu plus techniques, je vais vous expliquer un peu les défis principaux qu'on avait. Le premier étant l'acquisition de nouveaux clients. Donc, je pense que tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Mais également une diminution de l'attrition de nos clients existants, qui était, on était un petit peu un bateau percé là, par rapport à ça, parce que les gens venaient chez nous, faisaient une première commande, puis la capacité à recommander, à demander une nouvelle commande de nos clients, bien, c'était difficile parce que notre service client n'était peut-être pas à la hauteur. Donc, les gens trouvaient une bouteille similaire chez un de nos compétiteurs,
puis il y avait un meilleur service, donc tout simplement, il faisait le switch. L'autre gros défi qu'on a eu, c'est une question de scalabilité. Puis mon prédécesseur utilisait des petits anglicismes, là, moi j'en ai plein. Donc, oui, la scalability, c'était vraiment un défi pour nous parce que actuellement, on a à peu près peut-être que 3500 clients actifs. Donc, c'est beaucoup de clients. Puis je vous dirais que historiquement, l'entreprise ici avait tendance à engager des gens pour faire de l'administration de plus. Donc, plus de clients, plus de gens qui font de l'administration pour les servir. Surtout en raison du fait qu'il y a beaucoup d'entrées de données. Entrées de données dans le ERP qui a été bâti vraiment pour supporter nos besoins comptables et non nos besoins au niveau de la vente. Donc, ça, c'était vraiment nos défis principaux. Et notre équipe de vente gérait un petit peu des bonbons mixtes, c'est-à-dire, il faisait l'acquisition, mais il gérait aussi les clients existants. Et les choses étant comme qu'elles sont, les vendeurs avaient tendance à plus mettre l'accent sur les clients existants pour augmenter leur vente et moins au niveau de l'acquisition parce que pour une question de comment que la bonification avait été montée. Donc, le premier chantier qu'on a eu, c'était vraiment une réflexion stratégique par rapport à notre équipe commerciale qui a finalement été scindée en deux pour se concentrer sur ces deux éléments-là. Donc, une équipe qui était uniquement en acquisition, donc l'équipe des ventes, qui étaient nos chasseurs et qui l'est encore, et notre équipe de fermiers qui sont là pour la gestion des clients existants, qui sont d'une part concentrés à prendre des commandes et également aussi à offrir des produits existants pour augmenter le nombre de SKU que nos clients commandent chez nous. Parce que une des façons de retenir nos clients, c'est également de les rendre un peu plus dépendants de multiples SKU avec nous. Donc, ce premier chantier-là de réflexion stratégique a été vraiment clé. Puis je vous dirais, je l'avais mis comme dans les conseils de mon expérience, là, mais votre capacité de planifier votre architecture à l'avance, de comment vous voulez intégrer vos systèmes est tellement clé parce que moi, je n'avais jamais travaillé avec HubSpot. Je n'avais jamais travaillé avec un CRM non plus. Pas de cette ampleur-là. Et on a fait beaucoup d'essais et erreurs. Ça a un peu pollué le système, je vous dirais. Et après ça, il a fallu un peu défaire ce qu'on avait mis en place au départ en sachant plus ou moins où est-ce qu'on s'en allait puis en n'ayant pas vraiment planifié cette architecture-là. Donc, je pense que c'était vraiment important. Je me rends compte maintenant aussi du bénéfice de le faire. Donc, comme je vous dis, première étape a été de diviser nos équipes pour que chacune se concentre sur un pôle spécifique de type de client. Puis également, le deuxième chantier, ça a été justement l'optimisation des outils, puis la synchronisation du ERP, du CRM, puis redéfinition de comment on allait prendre en charge des clients et toute leur expérience. Donc, je vous disais au départ, ce qui est la clé pour le distributeur, c'est vraiment du service client. Donc, tout a été pensé en fonction de simplifier l'expérience du onboarding de nos clients. Puisqu'on est en B2B, on fait plus affaire avec des méthodes de paiement qui sont un peu plus complexes, des virements bancaires, là, maintenant on a du débit préautorisé, mais c'est moins transactionnel au niveau de la carte de crédit, la facilité, la question des chèques. Donc, faire affaire avec nous pour la première fois, bien, il y avait un certain degré de complexité qu'on a adressé parce que ce qu'on se rendait compte, c'est que il y avait une certaine lourdeur, puis nos clients nous le disaient en feedback. Ils disaient « Regarde, ça a été tellement compliqué la première fois là, que, écoute, thanks but no thanks. » Donc, on voulait éviter à tout prix parce que juste l'acquisition d'un nouveau client, ben ça nous coûte quand même cher dans l'industrie où on est. Et les perdre après une transaction, ben en fait, il y a tellement de valeur à long terme pour nos clients, surtout quand ils commencent à commander plusieurs SKU, qu'on ne peut même pas se permettre de perdre un client. Donc, pour nous, il y a eu une question d'étanchéité du système, d'exécution simple. Puis comme je vous dis, la scalability, puis éviter de dépendre sur l'équipe
pour offrir une expérience qui était seamless. Donc, c'est-à-dire que si on a quelqu'un dans l'équipe qui part en vacances, qui est malade, qui part tout simplement, bien, il faut que un même client puisse appeler le collègue, avoir exactement le même type d'expérience. Donc, une question de standardisation pour nous a été vraiment au cœur de tout ce qu'on a fait. Autant au niveau des communications qui sont standards, mais aussi de la prise en charge de comment tu reçois ta commande, qu'est-ce que tu fais avec ta commande, comment tu l'approuves, comment tu reçois ton stock, comment on te communique. En B2C, généralement, les entreprises sont assez bonnes là-dessus. Ils ont des systèmes, justement, qui sont relativement robustes pour éviter d'avoir à trop dépendre sur le service après-vente parce qu'il y a trop de questions, est rendu ma commande, tout ça. Mais pour nous, c'était également une grosse opportunité due à la grosse base de clients. Donc, le fait d'avoir 3000 clients, ça fait beaucoup de questions. Pour l'instant, on a 4 représentants pour nos clients existants. Et comme je vous dis, avant qu'on implante tout le processus avec HubSpot, c'était de la gestion par courriel. Donc, les gens recevaient des courriels, recevaient des appels, puis c'était vraiment aux individus de s'organiser et de faire un bon suivi de leur commande. Donc, c'était assez épeurant quand tu y pensais parce que quelqu'un qui dormait un petit peu sa Switch, des fois, pouvait échapper des commandes. Le client revenait, on faisait des crédits. Ça venait à coûter super cher à l'entreprise. Donc, pas la meilleure façon de fonctionner. L'autre élément, parce que moi, je suis une fille de marketing, quand je suis arrivée, c'était vraiment de dire, OK, bien, il faut qu'on parle à nos clients de différents segments. Qu'est-ce qu'on leur dit? À qui? C'est quoi leur cycle d'achat? Toute cette information-là, des choses qu'on n'avait pas, qu'on avait juste dans le système comptable du ERP, qui est assez moins user-friendly que HubSpot, là, je dois avouer. Et extraire toute cette information, cette intelligence d'affaires-là, et être capable de travailler avec, bien, sans la synchronisation entre les systèmes, c'était pratiquement impossible à faire. Donc, on a investi avec des programmeurs pour vraiment automatiser l'information qui partait du client et des commandes vers le système pour être capable justement de suivre le cycle de vie de nos clients, de suivre le cycle des commandes et également de donner de l'information qui nous permet de faire de la prévision au niveau de la demande parce que péché capital pour un distributeur, c'est de manquer de stock. Donc, il fallait absolument être capable de prévoir sans juste se baser sur des données historiques parce que le COVID nous l'a montré. Ce qu'on savait avant, bien, ça ne va plus être vrai nécessairement pour l'avenir. L'avantage qu'on a eu, c'est de travailler pour une entreprise qui dessert des services essentiels, qui est de l'alcool, apparemment. Et puis, c'est certain qu'il y a encore de la consommation plus à domicile qu'on-premise ou dans les bars et restaurants, qui fait un changement au niveau de la demande, mais du type de demande, mais il y en a quand même. Puis, je vais vous donner un exemple, les bouteilles pour de l'alcool. Donc, l'alcool pour se désinfecter les mains, segment d'industrie qu'on avait zéro avec une barre avant. Et on a commencé à avoir des producteurs de spiritueux qui ont commencé à nous faire des demandes pour ce type de bouteilles-là. Et effectivement, la capacité de les servir, puis de nous de servir de bord rapidement, a été absolument clé. Donc, beaucoup de learning par rapport à ça. Mais ayant des lead times qui sont des fois de 6 à 8 semaines pour des bouteilles qui viennent d'Europe, notre capacité à prévoir la demande est absolument importante et clé. Donc, au-delà de simplifier, de standardiser l'expérience de nos clients, on a également mis en place beaucoup de workflows qui évitent la double entrée de données. Parce que on a eu, avant qu'on ait de la synchronisation et les workflows, il fallait mettre le ERP à jour et le CRM à jour. Donc, meilleure façon de désengager une équipe de service, leur demander de travailler 2 fois sur la même chose. Donc, c'est ce qu'on voulait éviter. Alors, à l'heure actuelle, c'est pas des webhooks, c'est vraiment de la synchronisation. Donc, le ERP parle au CRM
Le CRM gère de l'information, mais il n'y a pas de mise à jour du ERP à partir du CRM. Donc, on n'est pas rendu à ce niveau d'intégration-là. Mais pour l'instant, juste l'automatisation qu'on a faite fait un gros impact, je vous dirais, dans notre efficience et puis également pour limiter les erreurs. Donc, l'autre chose que je vais vous dire, c'est par rapport à notre capacité de gérer la performance de nos équipes. Là, c'est certain qu'avec le travail à distance, on n'a pas été autant pris de cours qu'on aurait pu parce qu'on avait décidé d'implanter la G Suite tout de suite avant. Donc, on n'avait plus besoin de se fier sur les serveurs de Microsoft pour faire nos suivis au niveau de l'interne et avec l'équipe. Donc, le fait d'avoir avec HubSpot tous les rapports de gestion, la capacité de combiner leurs activités à leur performance, ont fait toute la différence. Donc, c'est relativement nouveau qu'on utilise tous ces rapports de gestion-là pour être capable de faire nos suivis à l'interne. Mais je vous dirais que l'amélioration de la qualité de notre coaching avec l'équipe à distance a été absolument incroyable parce que on utilise les mêmes rapports. Donc, eux voient un rapport, nous, on voit le même rapport, puis on les challenge dessus. On les challenge, puis on les accompagne dans leur performance. Juste à être capable, puis c'est tellement user-friendly, là. Moi qui n'avais jamais utilisé ça, je n'avais pas besoin de programmeurs pour m'aider à comprendre comment analyser les datas. Mais la combinaison de l'activité, de la performance et la prévision de la demande a fait toute la différence de notre côté. Je vous dirais que la prochaine étape pour nous, ça va vraiment être une création d'un espace client. À l'heure actuelle, le client, pour passer des commandes, nous envoie soit un courriel ou nous appelle, mais la capacité d'utiliser Service Hub, on le voit énormément comme une valeur parce qu'on va être capable de prendre en charge des commandes de clients existants, mais également d'avoir un genre de hub de questions. Ou est-ce que c'est plus « Ah, c'est quoi le nom de ma fille de service à la clientèle? » Tu as un formulaire, ça va dans le pipeline, ça crée un ticket, puis on est capable de suivre la progression, mais également d'éviter qu'il y en ait un qui passe entre les cracks. Donc, un courriel oublié d'une demande d'un client, bien, ça peut nous causer la perte d'un client important qui avait quand même un niveau de commande. Pour nous, une commande initiale, c'est environ 4 000 $. Donc, 4 000 cycles de commande à peu près 4 fois dans l'année. Fait qu'un client, bon an, mal an, qui vaut à peu près 16 000 $ une première année. Donc, ça, c'est pour un SKU. Donc, c'est absolument critique pour nous de garder nos clients. Donc, ils ont énormément de valeur dès le début et de les fidéliser envers nos produits. Donc, c'est vraiment la prochaine étape qu'on va faire. Je vous dirais que l'autre chose, juste pour faire une petite parenthèse sur le marketing, le taux d'ouverture de nos courriels a significativement augmenté parce que maintenant, on est pertinent. On sait à qui parler, on sait quel contenu leur donner, on sait où est-ce qu'ils sont. Et puis, je vous dirais, 80% de nos ventes proviennent du inbound, donc de ce qu'on close. Fait que la capacité d'avoir du lead entrant de qualité et de ne pas se baser sur du pay-per-click parce que, ultimement, je veux dire, on paye, puis on n'a pas tant de qualité qui rentre. Donc, la recherche organique, pour nous, on a vu une augmentation parce que, justement, maintenant, on s'adresse aux bons individus. Et on parlait aussi un petit peu de salons professionnels. Donc, les trade shows, pour nous, c'est sûr qu'on a un produit qui se prête parfaitement à ça. C'est une bouteille. Le gars, il passe en avant de notre kiosque, voit la bouteille, la tient dans ses mains, prend des photos, la mesure. C'est super important, mais en même temps, on n'est plus capable d'en faire autant. Donc, toute la pertinence du contenu qu'on offre à nos clients fait énormément de différence. Donc, c'était vraiment un peu ça que je voulais vous exprimer. Et comme je vous dis, je le répète,
planifier votre architecture si vous voulez faire un type d'intégration comme ça, parce que si vous créez des propriétés dans HubSpot, faites des erreurs, mettez du stock dans le système, puis qu'après ça, il faut redéfaire. Puis je sais que l'équipe de Guépard qui nous ont beaucoup aidés là-dedans ont été premiers témoins de shit in, shit out. Où est-ce qu'il a fallu adresser beaucoup d'éléments puis refaire le système, mais ça a pris toute sa valeur quand on a été capable de bien l'articuler en partant. Ça fait un peu le tour. Bien, merci beaucoup, Marianne. Puis c'est tellement intéressant comment justement vous utilisez plusieurs modules d'HubSpot à leur maximum, puis que ça génère des super beaux résultats. Aussi l'intégration, je pense, avec leur ERP, comme tu as parlé, qui est tellement qui est génial. Puis ce que tu dis, c'est tellement vrai, bien planifié, puis regarder exactement où va aller où. Catherine, je sais qu'elle a fait beaucoup de tableaux aussi, de mind map et tout, qui sont géniaux dans ce cas-là. Je sais que ça a beaucoup aidé. Donc, vraiment, c'est des super bons conseils. On aurait le temps pour une question. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Marianne? Si vous êtes dans la même industrie ou même si vous êtes dans une autre industrie complètement. Faites-nous signe. Personne? Tout le monde vous êtes gêné? Tout le monde est en train de planifier sur l'intégration. J'ai une petite question. C'est Charles-Olivier, encore une fois. Écoute, je vais animer en partie le panel, si tu veux bien, Justine. Écoute, ma question, là, je suis passé sur mon téléphone parce que ma connexion était mauvaise avec l'autre, mais peu importe si on me voit ou pas. J'ai une question. Est-ce que vous utilisez des outils de vidéo, tu sais, comme Vidyard, là, je pense qu'il est intégré maintenant dans HubSpot, là. Chez nous, on l'a utilisé beaucoup là, pour passer moins de temps à écrire un courriel précis, mais plutôt comme dire l'information directement à la personne, ce qui la concerne. Puis on a eu des bons succès quand même avec ça parce que l'information qui est dite, qui est parlée, ça porte, comment je pourrais dire, tiens, quand tu vois, si je parle avec ma vidéo, tu vois mes expressions, tu me sens parler. Oui. Donc, je ne sais pas si vous l'utilisez dans votre processus de vente ou sinon, voilà, la question est posée. Mais tu sais quoi, Charles-Olivier, c'est un super bon input. C'est pas quelque chose qu'on fait encore, mais définitivement quelque chose qu'on va regarder. Puis merci de soulever le point parce que je te dirais que ma compréhension puis mon éducation avec HubSpot ont passé énormément à travers les vidéos, justement, de HubSpot Knowledge, où est-ce que avoir quelqu'un qui parle, qui s'exprime, j'ai beaucoup plus compris, beaucoup plus vite. Et à ton point, le fait depuis qu'elle est capable de faire de salons professionnels, de trade shows, juste être capable de présenter les produits, puis à la limite les manipuler, tout ça, il y aurait beaucoup de valeur ajoutée. Fait que non, on ne le fait pas. Est-ce qu'on va le faire? Très bonne idée. Mais tu sais, ce que je voulais dire aussi pour être précis, c'est qu'il y a le volet web, tu sais, avec le tutoriel, machin, là, tu sais, que tu peux scorer puis qualifier tes leads avec ça. Mais nous, on l'utilise vraiment dans les emails, même le premier email du inbound, là, tu sais, le formulaire est rempli, puis au lieu de répondre avec un email plate, moi, je réponds avec une vidéo carrément. Tu sais, je m'adresse à la personne, son nom est écrit sur un petit panneau, puis tu sais, le clic humain se fait rapidement. Puis après ça, même les emails de suivi, je vais simplement, tu sais, au lieu de prendre mon temps qui coûte cher pour écrire, je vais y dire qu'est-ce que j'ai à y dire. Puis, tu sais, l'information est beaucoup mieux retenue, beaucoup mieux comprise aussi dans ce temps-là. Là. En tout cas, suggestion. Bye. Très bon input. Je vais définitivement m'en rappeler puis travailler là-dessus. Bien, effectivement, puis tu sais, c'est génial que tu l'utilises, Charles-Olivier, parce que ça fait plusieurs entreprises à qui on parle beaucoup de moi, je suis très vendue à ce module-là qui est justement, en fait, juste pour expliquer bien, donner d'autres explications sur ce module-là, la manière dont ça fonctionne, comme Charles-Olivier l'a dit, c'est que le vidéo est directement dans le courriel. Donc, la personne ouvre son courriel puis le vidéo part. Donc, c'est génial comment tu l'utilises, Charles-Olivier, parce que c'est tellement humain. Puis, on l'a vu là, dans la crise, là, on a tout adopté la vidéoconférence. Moi, ce que j'espère, c'est que les gens au Québec vont adopter cette façon de faire-là plus rapidement. Parce que si c'est très lent avant qu'on l'utilise, Charles-Olivier, vous êtes dans les premiers à l'utiliser de cette façon-là. Mais partout dans le monde, ça s'utilise de plus en plus, puis ça a des super beaux résultats. Donc, clairement,
utiliser cette Justine, je fonction. t'enverrai une étude là, que j'ai trouvée sur, c'est vraiment point par point, là, sur l'efficacité de la vidéo comme telle. Là. C'est très, très convaincant, en fait. Là. Absolument. Ben, merci beaucoup pour ta question, Charles-Olivier. Puis merci beaucoup, Marianne, d'avoir parlé exactement de comment vous utilisez HubSpot. Puis c'était super intéressant d'avoir ta perspective, en plus dans la crise, mais aussi de voir comment vous avez tellement réorganisé chacun des départements puis tirer au maximum de votre investissement HubSpot. Là, c'est vraiment génial. Donc, merci beaucoup. On va passer donc à notre troisième et dernier conférencier aujourd'hui, donc, qui est Christophe Lavoie-Cardinal. Donc, il est responsable du marketing et des communications pour le groupe Polyalto, qui est un distributeur et manufacturier de matériaux plastiques. Donc, il a débuté son parcours en marketing en intégrant une agence web après avoir terminé ses études en marketing, puis il a ensuite fondé sa propre agence pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Il a finalement intégré l'équipe du groupe Polyalto pour aligner la stratégie marketing à la force de vente de l'entreprise et pour structurer leur stratégie numérique. Donc, je pense que ça va être très intéressant aussi de voir l'utilisation que font Polyalto de l'outil HubSpot. Merci beaucoup, Christophe, d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci à toi de l'invitation, mais Catherine aussi, en fait. Oui, Catherine est extraordinaire. Hein? Catherine est extraordinaire, là. Effectivement, je l'ai déjà dit, là, mais vraiment. Oui, bien en fait, puis je vais utiliser aussi l'intro, la question que Charles-Olivier avait posée tantôt. Je la trouvais pertinente parce que dans notre cas, on est en distribution, puis on est en B2B aussi. Puis en fait, elle m'interpellait parce que nécessairement, je pense que le B2B a dû dans un contexte où est-ce que fallait accélérer d'une certaine manière la distribution des matériaux ou des produits. Avec la crise, clairement, tout le monde a dû se revirer de bord rapidement ou sinon fermer rapidement. Dans notre cas, ça a été de se revirer de bord rapidement. Puis le processus habituel, le réseau de distribution habituel, sans dire qu'il a pris le bord, ça reste qu'on ne pouvait pas se permettre de rouler à la même vitesse qu'on roulait habituellement, dans le sens que c'était une vitesse complètement différente. Fait que ça nous a forcé, en effet, nous, dans notre cas, à vendre directement aux consommateurs. Puis parfois, même de dire non au B2B dans un contexte où est-ce que le B2C fonctionnait, le B2C. Le B2B, un petit peu, moi, je l'appelle un petit peu moins lourd, dans le sens que c'était des plus petites business, c'était des salons de coiffure, c'était des salons. Grosso modo, ce qu'on faisait, c'est qu'on distribuait des écrans de protection en plexiglas là, que vous avez vu un peu partout. Nous, on avait la matière première, en fait, le plastique, l'acrylique ou le polycarbonate en feuille. On le distribuait habituellement à des gens qui pouvaient faire ce genre de protection-là ou tout autre projet. Mais dans le contexte de la crise, ces entreprises-là n'ont pas eu nécessairement la capacité autant humaine que financière que matérielle de se revirer de bord aussi rapidement. Puis dans notre contexte, nous, on a tout de suite augmenter notre approvisionnement au niveau de ces matériaux-là. Puis, de se retourner comme dans le réseau de distribution habituel, ça aurait été quand même un défi pour nous d'assurer chacune des étapes de cette distribution-là, en plus de réfléchir à comment on allait patenter les produits et tout ça pour que ce soit efficace. Fait que, ceci étant dit, on a dû laisser aller un peu le réseau de distribution habituel pour offrir aux consommateurs, puis aux consommateurs ou aux petites entreprises. Puis ce processus-là était quand même très, très efficace. Fait que, malheureusement, d'un sens, ça fonctionnait trop bien pour qu'on retombe à la deuxième vitesse, à la première vitesse. Fait que bref, c'est ça. Nous, dans notre cas, ça a été utile. J'avais une petite présentation à présenter. Là. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que là, je suis sur le LTE. Fait que là, ça se peut que ça bug. Si ça bug, j'arrêterai la présentation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Je vais lancer ça. Hop. Oui, commence, on verra. Moi, je vais aussi je vais mettre ma caméra, je vais l'éteindre juste pour te donner encore plus de bande passante. OK. Puis j'ai un background vraiment plus numérique qu'autre chose.
dans une agence web juste après mes études. Puis ensuite de ça, ben, j'ai démarré avec mon ancien partenaire d'affaires une petite agence qui était plutôt spécialisée au niveau de l'accompagnement des clients puis des petites entreprises dans leur virage vers le numérique, ou sinon on accompagnait des entreprises de plus grande taille dans quelque chose de très spécifique au niveau stratégique. L'employeur actuel était un client. Puis, on remarquait à quel point tout l'aspect inbound était très peu utilisé, autant en général dans l'industrie manufacturière, mais un peu partout aussi. Puis, je pense qu'on ne remarquait pas à quel point l'inbound pouvait être pertinent. Puis, bon, les défis d'entrepreneuriat, ça fonctionnait très bien, mais c'était un stress que je voulais plus vivre quotidiennement. Donc, j'ai décidé d'intégrer l'équipe du groupe Polyalto. Puis, le gros rôle que j'avais quand j'ai intégré le groupe Polyalto, c'était vraiment de B2B assez industriel, assez poussé, assez technique. Puis, dans une industrie aussi manufacturière où est-ce que le numérique est quand même n'est pas vraiment là, en fait, principalement dans le domaine des plastiques, des matériaux. On a un peu de la difficulté à t'entendre, Christophe, malheureusement. Oui, on ne t'entend plus du tout, presque. Ça fait que le rôle que j'avais, c'était d'apporter cette entreprise-là, en fait, pour se marquer dans l'industrie. Essayez, regarde, vous m'entendez mieux? OK. Vous m'entendez plus du tout, là? Là, on a recommencé à t'entendre que tu nous présentes. Si je tape la vidéo, c'est mieux? Essaye-le, juste voir si... Ouais. Bon, en fait, c'est où est-ce que je t'ai rendu? En fait, je parlais du groupe Polyalto. Donc, le groupe Polyalto, en fait, est un distributeur de matériaux plastiques. Puis, dans le monde des plastiques, juste rapidement, là, pour vous expliquer un peu la distinction, dans le monde des plastiques, il y a comme deux mondes, là. Il y a le monde des plastiques à utilisation unique. Fait qu'on parle des sacs de plastique à l'épicerie, des potatoes, tout ça. Puis, il y a aussi le monde de tout ce qui est plastique industriel, plastique de performance. Puis, c'est un peu plus là où est-ce qu'on se positionne. Fait qu'on parle de tout ce qui est plastique en feuilles. Fait que ça peut ressembler à du vinyle ou des choses comme ça, là, pour faire un peu une comparaison, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que tous ces matériaux-là. Puis, on fait aussi là, des projets. Puis, bon, le nombre d'industries qu'on sert actuellement, là, on tourne autour de 40 industries. Là, fait que c'est très, très vaste, le monde des plastiques. Autant on peut faire des présentoirs ou des écrans de protection comme on le voit dans les quincailleries, les supermarchés, tout ça. Mais autant on peut faire des gros bassins industriels pour le trempage des métaux ou des choses comme ça. Fait que c'est assez vaste. Donc, pour ce qui est de Polyalto, c'est un peu ça. Je vous ai parlé un peu de mon rôle, mon parcours, puis les priorités au niveau marketing. En fait, nous, ce qu'on avait comme priorité, c'était d'intégrer puis d'initier un peu une refonte web principalement, mais aussi de numériser un peu toutes nos tactiques et nos initiatives. Ça fait maintenant presque, ça va faire 1 an et demi que je suis chez Polyalto, puis à mon arrivée, en fait, j'ai vu à quel point au niveau numérique, on n'était pas en retard par rapport à l'industrie, mais l'industrie était en retard par rapport aux autres. Puis je pense que les autres gens là, qui sont les autres participants là, qui sont dans l'industrie manufacturière, je pense que vous pouvez dire de même là, qu'en général, l'industrie est quand même en retard au niveau B2B. Puis au niveau vente aussi, c'était l'idée, l'objectif derrière tout ça, c'était
à travers une stratégie un peu plus numérique, ben, de renouveler un peu notre approche, autant au niveau des ventes que du marketing. Puis, bon, après avoir travaillé avec quelques CRM, pas nécessairement en profondeur, ben, on cherchait un CRM qui est adapté au niveau B2B, mais aussi qui nous permettrait de gérer l'inbound de manière efficace, puis de connecter aussi toutes les initiatives marketing aux besoins que les ventes peuvent avoir. Fait que c'est pour ça qu'on est allé là, vers HubSpot. Puis on partait pas de nulle part, dans le sens qu'on avait une visibilité organique quand même très intéressante. Là. On avait, en 2019, on avait autour de 100 000 utilisateurs, 150 000 sessions, 400 000 pages vues. Fait que, on avait quelque chose quand même d'intéressant. Puis par rapport à la concurrence, on se démarquait déjà. Mais après avoir utilisé puis mis en place les initiatives inbound, bien là, on se trouve en 6 mois à avoir atteint environ 85 de ces statistiques-là de l'année dernière. Fait que l'impact est réel. Comment on y est arrivé? En fait, la première chose qui a été mise en place, c'est une stratégie de contenu. Là, c'est dommage que la caméra fonctionne. Ben, en fait, que ça lague un peu parce que je vous présenterai certaines choses. Au pire, ce que je peux faire, c'est vous l'expliquer, puis après ça, on testera, puis sinon, ben, on cancellera les démos. Mais bref, on avait mis une stratégie de contenu en place. Christophe, je ne sais pas si peut-être tu veux m'envoyer ta présentation, puis peut-être que moi, je peux la présenter pendant qu'on garde avec le son. Ouais. Peut-être. Oui, je vais t'envoyer ça. Laisse-moi 2 secondes. Sans problème. Est-ce que le son est un peu meilleur ou c'est toujours... Oui, vraiment, depuis que tu as enlevé la caméra, là, on t'entend super bien. Parfait. Ben, je vais l'envoyer à Catherine. J'ai même pas ton adresse, Justine. Il n'y a pas de problème, mais oui, envoie-le à Catherine, puis Catherine, tu nous partageras ton écran. Comme ça, on va arriver à voir le visuel et ta voix, Christophe, c'est parfait. Désolé de ces petits pépins. Il n'y a pas de problème. En plus, on sait que tu es en vacances. En plus, tu prends du temps pour venir nous parler malgré tout. Donc, écoute, c'est super apprécié. Puis ce que tu dis est tellement pertinent. Oui, ben en fait, puis je pensais que ça allait fonctionner, mais là, la présentation est trop grosse. Je peux pas mon serveur ne permet pas l'envoi. Fait que je pense qu'il va falloir faire ça, malheureusement. Écoute, il n'y a pas de problème. Fait que ouais, c'est ça. Ben, en fait, on a retravaillé tout ce qui est stratégie de contenu, fait qu'autant blog que réseaux sociaux. Derrière cette initiative-là, en fait, puis c'est vraiment à travers la stratégie d'inbound qui est prônée par HubSpot. L'idée, c'était vraiment plus d'offrir un discours qui était vrai puis authentique. Puis quand on parle de vrai et authentique, c'est quelque chose puis on a eu beaucoup de discussions, moi et ma collègue, la directrice des ventes chez Polyalto, parce que dans un domaine de distribution, le prix est quand même quelque chose d'important, mais le prix est quelque chose qui, pour le client, est important à savoir. Le prix autant que toutes les spécificités techniques. Le discours vrai, authentique, c'est d'aller au-delà juste de dire qu'on est honnête, c'est d'offrir au client tout ce qui a besoin pour faire un achat éclairé, puis d'aller chercher un peu cette cote de confiance-là avec le client. Fait que l'objectif derrière, en fait, toute notre stratégie de contenu, c'était ça, c'était de répondre aux réelles questions que les clients peuvent avoir. Puis, bon, il y en a encore beaucoup à faire, mais demeure pas moins que c'était l'objectif principal de tout ça. Puis, je vous dirais que depuis qu'on a opté pour ça, puis bon, on ne pourrait pas faire le lien seulement qu'avec ça parce que ça n'a pas été la seule initiative qui a été mise en place, mais demeure pas moins que l'engagement des gens, autant à travers les infolettres, autant à travers les blogs, les articles de blog qui sont publiés sur la plateforme, l'engagement est vraiment plus important.
Outre ça, ben, l'objectif, c'était aussi d'informer, c'était aussi d'accompagner puis de soutenir plus que de vendre puis de recevoir. T'sais. L'inbound, c'est carrément ça, c'est d'offrir plutôt que de recevoir. Puis la distinction est là. Puis je pense que quand on tombe de ce côté-là, où est-ce qu'on cherche à plus donner que de recevoir, ben, c'est là où est-ce que les résultats sont très encourageants. Puis l'objectif aussi, à travers l'inbound, pour ce qui est du soutien au niveau des ventes, ben, c'était de se démarquer dans l'industrie. Où est-ce que les initiatives marketing, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça a très peu évolué, en fait. Puis derrière ça, le soutien, en fait, l'autre soutien qu'on peut apporter, parce que là, on était vraiment plus au niveau de l'approche puis du ton. Au niveau des initiatives, ben, l'objectif derrière nos actions, c'était d'élaborer des initiatives qui convertissaient nécessairement, de diversifier les outils de vente, mais aussi de rendre l'expertise accessible parce que Groupe Polyalto est reconnu un peu comme un expert du domaine des plastiques. Mais pour fitter avec ça, ben, nécessairement, à travers les initiatives marketing autant en ligne que traditionnelles, ben, l'objectif, c'était de faire comprendre que cette expertise-là était accessible, puis que malgré que les initiatives cherchent toujours à ce que le prospect s'engage, ben, il fallait trouver une façon de lui donner en retour puis d'y fournir de l'information à valeur ajoutée. T'sais. Fait qu'on parle de guide téléchargeable où est-ce que le guide, c'est pas juste voici 3 phrases, puis ensuite de ça, faites appel à nos services. On parle des guides puis des livres blancs qui disent tout ce qu'on est capable de dire par rapport au plastique dans une certaine industrie pour que le client soit bien informé puis que ça se retrouve qu'à être un guide qui va être utile, pas juste au moment où est-ce qu'ils vont le lire. Fait que c'est ça. Fait que c'était de switcher un peu cette mentalité-là puis de tourner autour d'un soutien plutôt que d'un discours vendeur. T'sais. Puis tout ça a fait en sorte que toutes ces initiatives-là ont fait en sorte qu'on est allé récupérer des statistiques quand même très intéressantes. Puis c'est un peu, ça a continué. Fait que c'est ça. Puis à travers, en fait, un peu le processus chez Polyalto, ce qui a été, si je reprends un peu les étapes que Marianne parlait là, juste un peu avant, là, à travers lesquelles il avait évolué, en fait, un peu à travers laquelle il avait comme travaillé. Nous, de notre côté, en fait, la première étape, ça a été de créer des outils de vente parce que cette manière-là d'approcher était basée sur l'expertise. Puis l'objectif, c'était de créer des outils de vente qui allaient pouvoir être utilisés par les représentants, les vendeurs, mais aussi qu'on allait pouvoir promouvoir en ligne puis chercher à ce que les gens puissent s'engager. Puis qui se rendent compte qu'autant à travers un rep qu'à travers une expérience en ligne, ben, qu'ils puissent récupérer le même contenu. C'est sûr qu'en personne, on a une expertise encore plus approfondie, mais demeure pas moins que l'objectif, c'est qu'à travers ces outils-là, que l'expérience en ligne puisse être à valeur ajoutée. La deuxième étape, en fait, ça a été l'amélioration du discours de vente. À travers tous ces outils-là, on parle de tous les articles de blog, bien, on cherche à ce que les articles de blog soient pertinents. Puis, bien, les articles de blog sont des outils de vente. Donc, les reps, en fonction du besoin du client, vont imprimer un article pour le remettre au client, puis à travers lequel il y a beaucoup d'informations. Fait que l'idée, c'était de faire en sorte que oui, c'est une initiative marketing, mais demeure pas moins que cet investissement-là en temps, puis on met quand même beaucoup de sous dans ces initiatives-là, bien, cet investissement-là en temps et en argent, il peut être réutilisé à travers les ventes. Puis c'est quelque chose, ça, qui porte son fruit parce qu'au final, bien, tout le monde a accès à ce contenu-là. Puis c'est de donner de la valeur à tous ceux qui autant visitent notre site web que tous ceux qui rentrent en contact avec nous à travers un représentant.
Puis, la troisième étape, en fait, c'était d'améliorer l'expérience client puis le service client. On pense au chat. On pense au chat qui a généré en 6 mois, je pense, 3500 conversations. Pour une entreprise qui vend des souliers ou qui vend des cosmétiques, peu importe, ce 3500-là peut paraître banal parce qu'on est dans un contexte de B2C. Puis, je pense que le consommateur a accès souvent à un chat puis s'attend à avoir peut-être cette expérience-là en ligne. Nous, dans notre cas, on est dans un B2B où est-ce qu'on vend, on pense à des matériaux plastiques industriels. Oui, on a quand même une grosse clientèle, mais demeure pas moins que c'est pas une approche qui est habituelle, je pense, tout ce qui est conversationnel, puis tout ce qui est les modules de chat, etc. Mais ça a généré quand même pas mal. Puis souvent, on a la crainte que le chat prenne de la force de vente, prenne le temps des vendeurs, parce qu'on a intégré certains vendeurs sur le chat, pas nécessairement pour vendre, mais pour conseiller, parce que les conseils techniques, c'est important. Mais ceci étant dit, le chat nous permet aussi d'améliorer ce service client-là. Fait que ce soit le suivi des estimés, s'assurer que la satisfaction des clients est là, mais aussi pour les conseils techniques, comme je disais. Fait que c'est ça. Puis finalement, là, on a décidé de mettre en place une unité de service client là, pour supporter les ventes parce que à travers cette expérience client-là qu'on veut améliorer autant en ligne, puis à travers les processus qu'on met en place sur HubSpot, demeure pas moins que le support aux ventes était nécessaire. Donc, c'est ça. Puis dans le concret, là, c'est ça. Là, j'aurais vraiment aimé ça vous montrer. Justine, est-ce que tu veux que j'essaie de partager? Je ne sais pas si ça peut être moins pire ou... On peut peut-être l'essayer. Écoute, peut-être... Ça lag encore au niveau du son? Non, non, ça lag pas du tout au niveau du son quand il n'y a pas d'image. Là. OK. Bon, on va essayer ça. Est-ce que le son bug en ce moment? Non. Good. Fait qu'en fait, c'est ça la seule chose là, un peu une idée de ce que je voulais vous présenter. Donc, en fait, ce qu'on a fait en premier, la première initiative qui a été faite, ça a été de développer un guide sur les plastiques alimentaires parce qu'on voulait développer le marché de l'alimentaire. Donc, un guide d'environ 50 pages pour dire tout des plastiques alimentaires. Donc, on a créé une landing page. Oups, ouais, j'y suis. Non, en tout, c'est une autre landing page, ce ne sera pas bien l'autre. Donc, c'est ça, on a créé une landing page où est-ce que les gens pouvaient télécharger ce guide directement là. Puis au téléchargement, fait que là, on décrit un peu un résumé du guide. Puis au téléchargement, oui, il y avait tout ce qui était dit sur les plastiques alimentaires, puis tout ce qui était nécessaire pour qu'ils puissent cibler le bon plastique. Mais suite à ça aussi, il y avait puis on le voit ici un peu sur l'image, là, il y avait un guide sélecteur des plastiques, donc en fonction des besoins qu'ils ont, en fonction aussi des propriétés qu'ils doivent aller chercher. Fait que si ça doit être, si ça doit résister aux produits chimiques, si ça doit résister à la chaleur, etc. Il y avait une genre de charte où est-ce qu'il y avait toutes les propriétés plastiques. Puis quand je vous disais tantôt, c'est bien de demander l'engagement, mais il faut fournir quelque chose. Ce qu'il faut comprendre de ce guide-là, c'est que ce n'est pas un guide pour, après ça, avoir un appel téléphonique puis vendre une solution. C'est sûr qu'on fait du retarget. Pas du retarget. Oui, en fait, c'est sûr qu'on fait du retarget sur ces sessions-là à travers les pixels, etc. C'est sûr qu'on va les recontacter pour la suite puis les inscrire à notre infolette, mais demeure pas moins que dans les 30 prochains jours, il n'y aura aucun suivi des vendeurs pour vendre quoi que ce soit, parce que l'objectif, en fait, c'est qu'ils soient au courant puis qu'on ne pousse pas une vente. Puis ça peut être bizarre d'entendre ça, en fait. Mais on a beaucoup de bons résultats suite à ça. Puis les gens viennent quand ils sont intéressés à venir vers nous, puis ils ont tous les outils en main pour pouvoir initier ce discours-là.
mais demeure pas moins qu'il y a quand même un suivi éventuel qui peut être fait en fonction de la lecture puis de l'appréciation du guide. Ce qui est fait en suivi par Workflow, puis je l'avais sorti ici, Workflow. Ce qui est fait en Workflow, c'est suite à la lecture, on leur envoie en fait une appréciation du guide, donc pour leur demander s'ils ont apprécié le guide et tout. Puis suite à ça, ben, dans le prochain mois, le contact est transféré dans une liste de prospection pour les reps. Donc, dans le mois qui suit, fait que pas dans les 30 jours suivants, mais dans les 30 jours après, pour pas que les gens voient ça comme une approche de vente, mais plutôt qu'ils le voient comme un soutien, puis de voir s'il manque de quoi que ce soit dans ce guide-là ou qu'il y aurait besoin d'un contenu différent. Fait qu'en fait, c'est ça. Ça, c'est un peu le processus autour duquel on travaille. Puis quand je vous parlais de blog, ben on parle d'un billet de blog quasiment à chaque semaine. Puis, tu sais, quand je parlais d'industrie, de différentes industries, on a autant des gens dans le domaine alimentaire que dans le domaine manufacturier autre qu'alimentaire. Tout ce qui est habillage de véhicules, tout ça, construction, bref, il y a énormément d'industrie, ce qui rend quand même complexe la rédaction de contenu et tout ça. Mais on fait fitter cette rédaction-là puis cette stratégie de contenu-là en fonction des marchés qu'on veut pousser annuellement. Donc, on cible des marchés au niveau des ventes. Bien, le soutien au niveau marketing pour ces marchés-là est vraiment différent que pour les autres marchés. Donc, c'est ça. Fait que c'était ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si... Moi, ça fait pas mal le tour. Justine, je ne sais pas si tu avais des questions, s'il y avait des choses que tu voulais que j'aborde. C'est extraordinaire, en fait, tout ce que vous faites. Puis aussi la croissance qui a eu lieu, justement, grâce au Thinking Inbound, mais ce que tu as apporté aussi au niveau de l'outil, la manière que vous l'utilisez, je pense que c'est vraiment exceptionnel. C'est génial là, que vous le fassiez comme ça. Clairement, ça fonctionne. Moi, je me demandais, tu as amené un point, la crainte que au niveau du chat, donc, tu sais, des fois, effectivement, quand on rajoute des outils, les gens ont peur un peu que ça prenne plus de temps à leur équipe répondre puis que ce ne soit pas payant de faire ça comme ça. Moi, je suis curieuse, ton équipe de vente à l'heure actuelle, vous êtes combien au niveau du marketing, au niveau des ventes? Bien, en fait, il y a à cause de la COVID, puis on s'est fait prendre un peu parce qu'on a implanté le chat une semaine avant la COVID. Oui. Puis, pendant la COVID, ben, la visibilité qu'on a eue avec ces écrans-là, tout ça, on a atteint, je pense, 38,5 millions d'utilisateurs, pas uniques, là, mais 38,5 millions de personnes avec toute notre visibilité en ligne puis la visibilité numérique qu'on a eue à travers cette période-là, ce qui fait en sorte que ça engendre beaucoup de visites, puis ce qui donne beaucoup de séances de chat quand même en même temps. On avait, dans le plus haut de la crise, on avait 3 personnes au marketing à temps plein là-dessus. Donc, ces 3 personnes-là qui constituent toute l'équipe de marketing autour de moi. Là, donc, on est 4 au marketing actuellement. Ces 3 personnes-là, Day One, ils faisaient autre chose. Ils faisaient de la rédaction de contenu, ils faisaient leur job habituel. Le jour qu'on a intégré le chat, on s'est dit il va y avoir une personne qui va s'occuper du chat, mais finalement, non, c'était 3. Ça doublait à chaque semaine, en fait. La première semaine, quotidiennement, de mémoire, là, c'était 30 demandes de chat par jour quotidiennes. Là, on est tombé à 75, quelque chose comme ça. Puis finalement, là, c'était 100, 150 parfois là, de demandes quotidiennes. Fait qu'on avait 3 personnes au marketing qui filtraient, qui assuraient de diriger vers les bonnes personnes, qui filtraient surtout, je vous dirais. Là, C'était une manière d'améliorer le service client sans nécessairement l'améliorer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, dans le sens que de se montrer disponible quand le support téléphonique est complètement surloadé. Oui. Mais, ouais. Puis, 2 vendeurs. Fait qu'on était 5 attitrés au chat. Après ça, là, à vitesse de croisière, là, il y a 2 personnes. Là, actuellement, il y a 2 personnes à temps partiel, je dirais. Là. Les 2 personnes sont là, mais ils s'alternent en fonction des demandes. Puis, un vendeur qui est attitré. Ouais.
Wow! C'est vraiment génial. Félicitations pour eux, pour cette belle croissance-là, puis les stratégies que tu as implantées, c'est vraiment génial. Je vois le temps filer. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Christophe, merci Marianne, merci Sébastien de nous avoir partagé votre expérience avec HubSpot, mais aussi votre expérience d'affaires. C'était incroyable, c'était vraiment très intéressant. Je pense que ça va être à répéter comme expérience parce que pour moi, cette formule-là était très intéressante. J'espère que les gens qui étaient ici aussi, merci d'avoir participé avec nous. J'espère que vous avez apprécié cette formule-là. Puis que vous allez être avec nous la prochaine fois. Comme vous êtes inscrit à cet événement-là, on va vous informer des prochains événements qui vont avoir lieu pour le HubSpot User Group. Je vous invite aussi également à vous joindre de notre groupe Facebook là-dessus. Puis on a un groupe aussi, c'est le groupe utilisateurs d'HubSpot à Québec. On a aussi le même groupe qui est sur LinkedIn. On va être de plus en plus actifs dans ces groupes-là dans les prochaines semaines. C'est vraiment dans nos efforts qu'on a l'intention de mettre en place. Puis merci à HubSpot aussi, honnêtement, de nous permettre de tenir des beaux événements comme ça. Donc, passez une belle journée tout le monde. Puis j'espère que ça vous a inspiré et que ça va vous permettre d'aller plus loin encore avec votre entreprise, votre automatisation. Puis vous allez avoir du succès avec ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Bye bye. Bonne journée.